Il est présent partout dans notre alimentation, il te fait manger des quantités énormes de nourriture et à haute dose, il est même capable de détruire tes neurones. Pourtant, nombreux sont ceux qui le défendent et attestent même de sa non-toxicité puisque le glutamate monosodique est issu d'aliments naturels par fermentation. Il n'est pas présent que dans l'alimentation puisque ton cerveau produit du glutamate et même si tu ne consommes aucun produit industriel et que tu consommes que des produits naturels et bruts, tu consommes quand même du glutamate puisqu'il est présent dans de nombreux produits naturels et bruts. Sauf qu'à haute dose, le glutamate détruit littéralement les neurones, d'où la nécessité de savoir identifier les sources naturelles de glutamate et les sources ajoutées de glutamate monosodique pour préserver un maximum son cerveau. C'est ce que je vais t'aider à faire dans cette vidéo. Nous allons parler dans cette vidéo du glutamate monosodique, mais avant de partager les effets indésirables du glutamate monosodique et justement de te partager aussi des sources alimentaires de glutamate monosodique pour que tu puisses les éviter un maximum, il est important de parler de son homologue, le glutamate, que le glutamate monosodique est issu du glutamate, qui est quelque chose qui est naturel, qui est produit par ton organisme, qui est un neurotransmetteur et qu'on retrouve également sous forme d'acides aminés dans l'alimentation, donc dans les produits bruts. Tous les produits qui contiennent des protéines contiennent du glutamate sous forme libre, donc sous forme naturelle. Mais avant de te partager de qu'est-ce que le glutamate monosodique, laisse-moi te rappeler que tu peux réserver une place de coaching si tu souhaites justement éviter les additifs alimentaires, tous les produits chimiques qu'on peut retrouver dans l'alimentation moderne, et surtout si tu as des objectifs précis et que tu souhaites les réaliser par rapport à ton alimentation. Ça peut être améliorer ton sommeil, mieux gérer ton stress, augmenter tes performances sportives, réduire les symptômes d'une maladie auto-immune, améliorer également l'état de ton foie, sortir également des troubles alimentaires. Tu peux remplir le formulaire juste en bas pour réserver une place de coaching, mais remplis ce formulaire uniquement si tu as une problématique suffisamment douloureuse et que tu souhaites travailler avec moi. Qu'après, j'ai plein de gens qui remplissent le formulaire et quand je les recontacte, j'ai plus de nouvelles, ils ne me répondent plus et ça bloque la place aux autres personnes qui ont vraiment besoin d'un accompagnement ou d'un coaching avec moi. Et en parallèle, tu peux également suivre une formation offerte de rééquilibrage alimentaire où justement je te partage aussi comment éviter les additifs, les exhausteurs de goût, les pesticides, les colorants, les édulcorants aussi, ces fameux substituts au sucre. Donc cette formation de rééquilibrage alimentaire, elle est sur 7 jours et ça te permet d'avoir de bonnes bases alimentaires sans frustration, sans compter les calories et sans te priver au quotidien. Encore une fois, tu retrouves cette formation juste en bas dans la description de cette vidéo. Donc le glutamate que tu produis naturellement dans ton organisme a pour rôle d'être un neurotransmetteur excitateur et il est en concurrence avec un autre neurotransmetteur qui est le GABA, qui est un neurotransmetteur inhibiteur. Donc en gros, si tu fais attention à avoir un taux suffisant de GABA, et nombreuses sont les personnes qui souffrent de carence en GABA à cause notamment d'addiction, notamment à l'addiction à l'alcool qui fait baisser les taux de GABA, si tu veilles justement à éviter ça, à avoir un bon taux de GABA, vraiment faire en sorte que tes neurotransmetteurs inhibiteurs soient en taux convenable dans ton cerveau et ton organisme, tu évites justement d'avoir des hausses de glutamate et donc de créer une hyperactivité neuronale et toutes les conséquences que cela peut engendrer. Le glutamate a vraiment un rôle central dans le cerveau puisqu'en fait il va être le médiateur de près de 50 autres neurotransmetteurs excitateurs, donc notamment comme la dopamine ou l'acétylcholine. Donc non seulement c'est déjà un neurotransmetteur qui est déjà important et en plus il gère aussi la synthèse d'autres neurotransmetteurs qui sont tout aussi importants comme la dopamine qui est un des neurotransmetteurs, je dirais, les plus importants de notre organisme et de notre cerveau, notamment si tu souffres de fatigue chronique. Il faut savoir que ce glutamate-là, qui est produit à la fois par notre cerveau et qu'on va retrouver sous forme libre dans certains aliments que je vais évoquer dans quelques secondes, ne pose pas particulièrement de problème parce que déjà, par voie orale, il faudrait en consommer des quantités astronomiques et il faudrait surtout consommer des tonnes de protéines par jour. Il faudrait consommer 200-300 grammes, voire des kilos de protéines par jour, ce qui n'est pas le cas. Tes reins déjà ne survivraient pas à autant de protéines qui arrivent d'un coup. Donc finalement, c'est pas le glutamate en tant que tel que tu vas retrouver dans la viande, dans le jus de tomate, dans les champignons, dans les fromages, qui va poser problème. C'est l'ajout de glutamate et ce fameux glutamate monosodique dont on va parler dans cette vidéo. Donc le glutamate sous forme libre, comme je viens de te l'évoquer, on le retrouve dans le jus de raisin, les jus de tomate ou les tomates à leur état brut, les champignons, certains fromages, donc notamment le parmesan et le roquefort, dans les protéines de soja, dans la sauce soja également, dans les amandes, dans les graines de courge, dans les algues aussi, les algues séchées qui elles vont aussi contenir du glutamate monosodique si tu les achètes dans le commerce, dans les pois cassés, dans les crustacés, donc globalement des aliments qui vont contenir des hauts taux de protéines végétales ou animales.
Si le glutamate naturel se retrouve dans beaucoup d'aliments protéinés, c'est tout simplement que le glutamate représente 30% des protéines dans les aliments. Donc si tu prends un aliment, 30% de ces protéines, des protéines contenues dans cet aliment sont du glutamate. Donc du glutamate sous différentes formes, puisqu'il existe des dizaines de formes de glutamate différents. Donc là, je parle vraiment de glutamate sur leur état naturel et non du glutamate monosodique qui lui est obtenu par une extraction chimique. Justement, le glutamate monosodique est obtenu par fermentation naturelle à partir d'aliments et c'est ce fameux glutamate monosodique qui est vraiment toxique à haute dose, contrairement au glutamate naturel, puisque à haute dose, le glutamate monosodique peut avoir une grave toxicité sur la santé physique et sur le cerveau que l'on va détailler dans la suite de cette vidéo. Le glutamate monosodique ressemble à une poudre blanche, c'est une poudre blanche qui est vraiment prisée de la majorité des industriels et qui est maintenant utilisée depuis de nombreuses années et on l'utilise tout simplement comme exhausteur de goût. Donc c'est sa première utilité, c'est qu'il apporte en fait, ce glutamate monosodique apporte la saveur umami, la cinquième saveur après les autres, hein, l'acidité, le sucré, le salé, etc. La saveur umami est une saveur qui plaît à tout le monde et qui finalement va nous faire manger de manière compulsive. On va voir aussi que le glutamate monosodique a un impact sur l'appétit, il va stimuler l'appétit. Donc en plus d'un goût qui est plutôt attrayant pour le palais humain, le glutamate monosodique va couper la leptine, hein, l'hormone de satiété, et donc tu vas avoir envie constamment de manger. Donc souvent ce sont en plus des aliments industriels pas très sains pour ta santé. Donc pour les industriels, le glutamate monosodique a réellement un intérêt parce que déjà, comme je te le dis, il va rendre accro le consommateur à certains produits parce qu'il va apporter la saveur umami qui est une saveur qui est appréciée par tout le monde. Contrairement au salé, sucré, en général, les gens sont attirés par soi. On dit souvent qu'une personne a un bec sucré ou un bec salé. La saveur umami plaît vraiment à tout le monde et c'est pour te dire, le glutamate monosodique est même utilisé pour justement apporter de l'appétit à des personnes âgées qui ont du mal à manger, qui ont du mal à se nourrir et qui sont en situation de dénutrition. Ça va être aussi de réduire la teneur en sel de ces aliments et donc finalement de faire un peu un health washing, dire bah voilà, dans mon paquet de chips il y a beaucoup moins de sel, sauf que tu vas pas forcément voir qu'il y a du glutamate monosodique, tu vas te dire c'est cool, ce sont des chips moins salés, ce sont des chips plus saines, puis au final tu finis par te faire avoir. Et il y a un autre intérêt, mais là c'est beaucoup plus sournois, le glutamate monosodique peut aussi cacher un goût, ça va apporter la saveur umami et donc ça va finalement cacher, ça va être un cache-misère pour des aliments qui vont pas être très bons, peut-être parfois même des aliments périmés, et ça permet justement d'apporter un goût beaucoup plus savoureux à des aliments qui ne sont pas très bons. Selon les organismes de santé, il n'y a pas de toxicité si on ne dépasse pas 30 mg par kilo par jour. Donc ça, c'est vraiment la dose, c'est le seuil à respecter si on ne veut pas avoir des effets délétères, mais ça, c'est vraiment ce qui est dit selon les organismes de santé. Concernant les industriels, ils ont également une obligation de ne pas dépasser 10 grammes par kilo de produits. Donc ça concerne les denrées alimentaires et les boissons. En revanche, ce qui prête un peu plus à sourire, c'est qu'ils n'ont pas d'obligation à respecter lorsqu'on parle des condiments et des assaisonnements. Et c'est pour cette raison qu'il y a énormément de glutamate monosodique dans tout ce qui est sauce soja, sauce industrielle, condiments également, hein, les épices, etc. Parce que c'est dans ces produits-là qu'il n'y a pas de réglementation. Et donc les industriels, ils peuvent envoyer la sauce et ils peuvent mettre autant de glutamate monosodique qu'ils veulent dans ces produits alimentaires. Bien qu'il y ait des études qui disent tout et son contraire sur le glutamate monosodique, il y a beaucoup d'études aujourd'hui qui révèlent la toxicité du glutamate monosodique. On va donc en parler dans cette deuxième partie de vidéo, des effets avérés du glutamate monosodique sur la santé physique et également sur le cerveau. Et pour commencer, ce que l'on sait déjà et ce qui est le plus repris lorsqu'on parle du glutamate monosodique, c'est qu'on sait qu'il y a des personnes qui vont, même à petite dose, réagir au glutamate monosodique. C'est un additif qui est très allergène, très allergisant. Des personnes vont vite présenter des réactions et des allergies lorsqu'ils vont ingérer une toute petite dose de glutamate monosodique, et c'est ce qu'on a appelé le syndrome du restaurant chinois, puisqu'on s'est aperçu que de nombreuses personnes, lorsqu'elles sortaient de ces fameux restaurants chinois, et notamment des restaurants qui présentent des buffets à volonté, où vraiment on mange des produits asiatiques en grosse quantité sur un laps de temps assez court, un certain nombre de personnes présentaient les mêmes symptômes, et donc finalement on a essayé de savoir pourquoi, et donc on a fait le rapprochement avec le glutamate monosodique, puis maintenant les études viennent appuyer ces effets. Effectivement, de nombreuses personnes présentent des intolérances alimentaires et des allergies face au glutamate monosodique, et on retrouve de nombreux symptômes dont les plus communs sont l'urticaire, des nausées et des vomissements, des maux de tête également importants. On peut aussi présenter des vertiges, des douleurs articulaires et des crampes, notamment chez les sportifs qui ne sont pas forcément habitués à avoir ce genre de choses avec leur alimentation, avec le sport oui, mais pas avec l'alimentation, une oppression thoracique et même des crises d'asthme. Maintenant, consommer tous les jours et à haute dose, notamment si tu ne fais pas attention, et c'est le cas de nombreuses personnes,
personnes, le glutamate monosodique présente des effets beaucoup plus toxiques sur la santé et je vais donc les énumérer ici. Le premier effet avéré du glutamate monosodique, c'est son effet neurotoxique puisque à haute dose, il est capable d'augmenter déjà l'activité des neurones et même de les détruire. Donc c'est quand même assez problématique. On sait également aujourd'hui qu'il est impliqué dans de nombreuses maladies neurodégénératrices comme la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson, également d'autres maladies qui ne sont pas forcément des maladies neurodégénératives, notamment je pense à la sclérose en plaques par exemple, l'épilepsie, l'autisme, le trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité, l'hyperactivité, la polyarthrite rhumatoïde et également le lupus. Il intervient également dans la dépendance aux drogues en accentuant justement l'accoutumance et la dépendance à certaines drogues. Et pour terminer sur cet effet neurotoxique, on sait également que le glutamate monosodique augmente la toxicité du mercure sur les neurones et on sait que de nombreuses personnes en sont intoxiquées puisque le mercure, on le retrouve également dans de nombreux produits alimentaires, dans de nombreuses protéines animales et ça reste un problème aujourd'hui parce que certaines personnes, dans l'eau aussi, certaines personnes ont des taux élevés de mercure, ce qui pose de nombreux problèmes sur la santé. Le glutamate monosodique augmente également le risque d'obésité. Alors déjà, ça me semble évident puisque c'est un exhausteur de goût qu'on en met dans les produits industriels. Donc forcément, ça amène déjà à consommer plus de produits qui sont transformés et qui ne sont pas du tout sains, donc qui vont te faire prendre du poids à long terme et qui vont même amener aussi à du diabète. On va en parler tout à l'heure. Mais il y a des études qui montrent également que 5 grammes de glutamate monosodique par jour sur du long terme augmente de 30% les risques d'obésité. Et sur des personnes qui ont toujours eu l'habitude de consommer des aliments transformés, des biscuits apéritifs, des chips, des gâteaux, tout ce qui peut contenir du glutamate monosodique, des sauces, des soupes industrielles, ces personnes-là forcément ont un risque plus élevé. 30%, c'est quand même énorme de développer du surpoids et de l'obésité. On en vient au troisième point qui rejoint celui-ci puisque le glutamate monosodique, et encore une fois il y a de nombreuses études qui le démontrent, je te mettrai un document qui est une thèse qui a été faite sur le glutamate monosodique dans la description de cette vidéo si tu veux vraiment aller voir en détail toutes ces études. Je te mettrai certainement d'autres liens aussi en description. Il augmente les risques de diabète de type 1 et de type 2. Donc déjà, le glutamate monosodique augmente la réaction à l'insuline et donc augmente la résistance à l'insuline et donc ce qui va amener à une prédisposition au diabète de type 2. Et de plus, le glutamate monosodique entraîne une réaction auto-immune qui mène à la destruction des cellules productrices de l'insuline. Et donc si tu produis plus d'insuline, très peu, et ben là c'est ce qu'on appelle le diabète de type 1. Et normalement on sait que le diabète de type 1 est une maladie génétique. Et là on voit qu'avec certains produits, ça peut ne plus l'être et on peut déclencher certains facteurs donc de diabète de type 1. C'est un symptôme que l'on retrouve aussi dans ce qu'on appelle le syndrome du restaurant chinois, mais le glutamate monosodique favorise les migraines. Alors déjà on sait qu'une exposition au glutamate monosodique, donc une consommation concrètement sur 5 jours consécutifs, donc c'est une étude encore une fois qui le démontre, va déjà entraîner une sensibilisation des muscles masséters. Donc les muscles masséters, c'est des muscles dans la mâchoire qui nous permettent de mâcher, mais qui sont reliés aussi forcément au crâne, et donc ça peut déclencher des maux de tête et des migraines. Ça va aussi augmenter les migraines et augmenter de manière transitoire la pression artérielle. Donc cette étude démontre finalement que le glutamate monosodique entraîne les maux de tête et les migraines. Et on sait également que les Asiatiques auraient moins de migraines, seraient moins sensibles justement aux migraines, puisque le fait d'être exposé à petite dose régulièrement à des sources de glutamate monosodique permettrait de créer une certaine tolérance à ce produit. Une chose dont on parle moins, c'est que cet additif va aussi augmenter les syndromes de la fibromyalgie et du syndrome de l'intestin irritable. Donc déjà, c'est quelque chose dont on parle très peu, mais que c'est important de savoir parce que peut-être que tu es concerné par la fibromyalgie si tu es abonné à ma chaîne YouTube. On sait justement que chez les personnes qui souffrent déjà de fibromyalgie, une diète sans glutamate monosodique permettrait de réduire de 30% les symptômes de la fibromyalgie. Et on sait également que le glutamate monosodique va augmenter les symptômes de l'intestin irritable parce que déjà, comme on va le voir un peu plus tard, le glutamate monosodique est un produit très inflammatoire qui va augmenter la production de radicaux libres sur le long terme, même lorsque le corps ne contient plus de glutamate monosodique. Et on sait aussi que la principale action du glutamate monosodique, c'est d'agir sur l'axe digestif. Il va augmenter les sécrétions salivaires, les sécrétions gastriques et les sécrétions pancréatiques. Il permet aussi d'augmenter la vidange de l'estomac et d'activer les cellules cérébrales qui vont gérer les fonctions intestinales, notamment via un nerf que l'on appelle le nerf pneumogastrique. Il rend les cellules cancéreuses plus mobiles et donc
plus dangereuses. Le glutamate monosodique rend les cellules cancéreuses plus mobiles en augmentant la quantité de lymphocytes T. Il augmente aussi la toxicité de certaines cellules, de certaines molécules cancérogènes que l'on peut ingérer ou que l'on a déjà en nous. Donc ça va être le cas du mercure, comme on l'a vu tout à l'heure, et qui est présent dans la chaîne alimentaire en assez grosse quantité. Même si tu essayes de consommer des aliments de bonne qualité, on peut en retrouver quand même dans l'eau, dans certaines protéines animales. Il va aussi augmenter la toxicité des nitrosamines et de l'azoxyméthane. Il augmente aussi les risques de développer un cancer du sein, un cancer du foie, notamment tout ce qui va être hépatite, et augmenter les risques de cancer colorectal. Il peut également entraîner un dérèglement du fœtus chez la femme enceinte, et on sait notamment qu'une exposition à haute dose au glutamate monosodique durant le premier trimestre de grossesse peut déjà entraîner une malformation du cerveau chez le fœtus, et peut aussi chez le nouveau-né, donc là un peu plus tard, hein, lorsque le nouveau-né sera né, ça peut entraîner les risques de développer de l'autisme, des déficits d'attention et également une hyperactivité. Et c'est pas anodin, hein, c'est quelque chose d'assez courant. Ces risques-là sont vraiment avérés puisque cela concerne une naissance sur 150 en 2023. On peut dire merci à l'alimentation industrielle. On sait que consommer certaines huiles végétales, que consommer certains produits animaux de mauvaise qualité et de manière générale de consommer des aliments qui vont acidifier l'organisme va provoquer une inflammation de l'organisme. Ce que l'on sait moins, c'est que le glutamate monosodique va également entraîner une inflammation générale et lui, on va le consommer sans le savoir. Concrètement, il te fait vieillir plus vite puisqu'une étude récente a démontré qu'une exposition précoce au glutamate monosodique va altérer l'activation du système immunitaire. Même quand le corps ne contient plus de glutamate monosodique, il y a une libération accrue de radicaux libres. En gros, chez un adolescent ou chez un jeune adulte, on peut très vite se retrouver à avoir une quantité de radicaux libres de l'ordre d'une personne qui va en avoir 40, et c'est ce qui pourrait expliquer donc le glutamate monosodique, mais également d'autres additifs, d'autres édulcorants, d'autres molécules chimiques qui ont potentiellement des effets cancérogènes et toxiques. Cette exposition précoce à ce genre d'additifs, ça pourrait expliquer que l'on développe des pathologies et notamment des maladies auto-immunes de plus en plus tôt. J'imagine que cette troisième partie de vidéo t'intéresse puisqu'on va enfin parler de où retrouve-t-on le glutamate monosodique dans les produits alimentaires pour éviter un maximum de le consommer et ainsi préserver son cerveau. Alors bien entendu, je le répète, je ne parle pas ici du glutamate sous forme libre puisque le glutamate sous forme libre, comme on l'a vu, on en retrouve partout dans les fromages, dans les tomates, dans le raisin, dans les amandes, tous les produits qui contiennent des protéines animales ou végétales, et ça concerne quasiment tous les produits alimentaires à différentes échelles. Mais ici, on va vraiment parler du glutamate monosodique, cette poudre blanche, cet exhausteur de goût qui est ajouté dans les produits alimentaires, souvent la plupart du temps industriels, pour que tu en manges plus, pour que tu aies plus d'appétit et surtout pour apporter cette saveur umami que nos papilles adorent. Alors déjà, on en retrouve beaucoup dans tout ce qui va être dans tous les légumes en boîte, la plupart des légumes en boîte, peut-être moins en Europe, encore plus aux États-Unis, mais bon, j'imagine que c'est à peu près la même chose. Tout ce qui va être également sauce, donc les sauces comme le ketchup, la mayonnaise industrielle, également les bouillons cubes et les mélanges d'épices. On en trouve beaucoup dans les soupes également, on va en retrouver, comme je te l'ai évoqué dans cette vidéo, dans les chips, mais aussi dans quasiment les snacks, tu sais, le rayon apéritif où tu vas retrouver tout ce qui est chips, aussi tout ce qui est oléagineux avec du sel, avec des épices. Et oui, on en retrouve aussi dans les jus de fruits. Plus surprenant également, et fais vraiment attention à ça, on en retrouve dans la viande et le poisson en barquette. Alors déjà, je te déconseille de consommer de la viande ou du poisson en barquette. Je te conseille vraiment d'aller vers des produits frais sur les marchés ou directement à la ferme, d'aller vraiment vers des ventes locales. C'est un gage de qualité. On en retrouve beaucoup dans la même idée dans la charcuterie également, qui contient aussi beaucoup de nitrites. D'ailleurs, je pourrais faire une vidéo sur les nitrites, si tu le souhaites. N'hésite pas à me dire ça en commentaire si tu souhaites que je te parle des nitrites également, même si aujourd'hui c'est quelque chose qui est beaucoup plus connu. On en parle depuis quelques années maintenant. On en retrouve également dans les sachets saveurs à ajouter à certains plats préparés. Ça se fait beaucoup, tu sais, par exemple, tu achètes des frites, un paquet de frites, et à côté tu as un petit sachet d'épices que tu dois mettre sur les frites ou dans certains plats préparés. Donc on a des fois des sauces en sachet, mais aussi des saveurs, des sachets saveurs. Ce sont souvent des mélanges d'épices que l'on ajoute dans certains plats préparés. Donc ça contient beaucoup de glutamate monosodique. Idem, les plats préparés en contiennent également, bien entendu. Dans les protéines végétales hydrolysées, d'ailleurs, c'est souvent l'appellation qui est donnée au glutamate monosodique. Si tu retrouves, on va en parler juste après, mais si tu retrouves protéines hydrolysées, protéines végétales hydrolysées, protéines de soja, ça peut être du glutamate monosodique, et c'est aussi pour ça qu'il est tant difficile
difficile d'identifier le glutamate monosodique. Donc ça peut être le cas par exemple des protéines de soja déshydratées que tu vas retrouver parfois même en magasin bio. Tu vas retrouver aussi, puisqu'on parle de magasin bio, dans les algues séchées. Donc ça se fait beaucoup plus en Asie, mais en France, dans certaines épiceries asiatiques, tu peux en retrouver, ou en Europe, hein, je parle de la France puisque j'y vis, mais en Europe de manière générale. Tu en retrouves aussi beaucoup dans la sauce soja, évidemment, et dans les sauces salades, dans les boissons sucrées, donc dans les sodas, en plus des différents édulcorants qui peuvent également poser problème, mais aussi dans les produits allégés, donc souvent les produits où tu vas retrouver la mention, l'appellation light, et les produits laitiers dégraissés, donc encore une fois les fameux produits laitiers, les yaourts 0% ou ce genre de choses. Donc ça, attention aussi, puisqu'il y a du glutamate monosodique, forcément, puisque on enlève du goût, on enlève du gras, donc on enlève du goût et de la texture. Bon, on va rajouter du goût en ajoutant du glutamate monosodique. Donc tu vois qu'on en retrouve déjà dans beaucoup de produits, mais l'autre chose qui est beaucoup plus sournoise, et c'est pour ça que c'est difficile d'identifier le glutamate monosodique, c'est qu'en fait, alors les industriels, oui, ont l'obligation de mentionner la présence de glutamate monosodique lorsqu'ils l'ajoutent dans les produits, ça me semble évident, et pour tous les produits en général, pour tous les additifs alimentaires, mais ils n'ont aucune obligation d'utiliser, alors les deux appellations que tu vas retrouver le plus souvent, c'est E621 ou glutamate monosodique. Mais ils n'ont pas l'obligation d'utiliser ces deux appellations-là. Ils peuvent très bien mettre épices ou également arôme fumé, et ça voudra dire finalement qu'il y a du glutamate monosodique. Et là, à partir de là, c'est à toi de te démerder. Lorsqu'il y a marqué arôme barbecue par exemple, ou arôme épicé, ou épices, arôme fumé, c'est à toi de te démerder pour te dire dans ta tête, ah c'est peut-être du glutamate monosodique. Et finalement, tu en viens à développer une certaine paranoïa également. Pour ne pas développer une certaine paranoïa, il y a quand même des appellations qui sont couramment utilisées par les industriels, jusqu'à qu'ils trouvent d'autres parades et qu'ils changent ces fameuses appellations. Je vais t'en citer une dizaine d'appellations où tu pourras être sûr qu'il s'agit du glutamate monosodique. Alors bien sûr, tu peux retrouver l'appellation acide glutamique, glutamate, caséinate de sodium ou caséinate de calcium, glutamate monopotassique, huile de maïs, extrait de malt, arôme de malt, levure également, bouillon, arôme artificiel, maltodextrine, et là c'est un piège parce que souvent on se dit ah maltodextrine c'est un sucre ajouté, ça peut être aussi du glutamate. Comme je te le disais, on peut aussi avoir l'appellation protéine de soja, sauce soja qui contient du glutamate, l'appellation également gélatine, l'appellation Asianomoto, les levures également en tout genre, hein, levure de malt, levure, voilà tout ce qui est, dès qu'il y a levure, fais attention, acide citrique, sirop de maïs. Donc toutes ces appellations-là, c'est potentiellement du glutamate monosodique. Donc je te dis pas d'éviter absolument le glutamate monosodique, mais en tout cas tu es averti, tu sais qu'il y a du glutamate monosodique dans ces produits-là, et ça te permet déjà d'en éliminer un certain nombre. Après je te dis pas de tomber dans la paranoïa, bien sûr qu'il y a certains produits que tu achèteras qui pourront contenir du glutamate monosodique, et je parle de produits industriels, si tu achètes du pain de mie, si tu achètes des soupes, des sauces, ce genre de choses, et j'ose espérer et j'imagine que ça fait partie de 15-20% de ton alimentation globale. C'est un enfer à identifier. Et là on parle uniquement d'un seul additif alimentaire dans la jungle des additifs alimentaires, des conservateurs, des exhausteurs de goût et tous les ajouts des industriels dans l'alimentation. Mais il y a également toutes les molécules qui sont contenues dans les aliments naturels et qui peuvent provoquer des réactions, des intolérances, des réactions immunitaires. Donc je pense notamment au gluten, à l'histamine, au FODMAP, aux antinutriments, et tout ça c'est beaucoup plus difficile à déjà identifier, et c'est beaucoup plus difficile justement d'adopter une alimentation qui va permettre d'équilibrer tout ça en fonction de ces réactions, de ces intolérances à ces molécules. C'est pour cette raison que si tu le souhaites, je te propose de réserver, en tout cas de remplir le formulaire de contact pour faire un coaching avec moi. Donc c'est pour cette raison que tu peux réserver un coaching avec moi, en tout cas faire une demande de coaching via le formulaire juste en bas, c'est sans engagement. En contrepartie, en supplément d'une demande de coaching, tu peux également suivre mon programme offert de rééquilibrage alimentaire sur 7 jours, où justement déjà ça te permet d'avoir une bonne base alimentaire. On voit comment adopter une alimentation flexitarienne, sans frustration, en évitant justement les mauvais sucres, en évitant les sources de graisses saturées néfastes pour l'organisme, en évitant d'adopter une alimentation inflammatoire. Vraiment des bases alimentaires mais qui sont essentielles, et si aujourd'hui tu ne les as pas, c'est important de les mettre en place. Tu as 7 jours de formation offerte, tu peux te désabonner à tout moment si tu en as marre, mais encore une fois c'est disponible juste en bas. Si tu as apprécié cette vidéo, je te laisse mettre un pouce bleu juste en bas, je te laisse t'abonner à cette chaîne YouTube, il y a plein de vidéos qui arrivent. La prochaine vidéo sera sur le curcuma, et il y a également des interviews avec des acteurs du bien-être et des nutritionnistes, des naturopathes qui vont être mises en ligne bientôt sur cette chaîne. Abonne-toi pour suivre tout ça. Moi je te dis à bientôt, et comme d'habitude, reste au vert.